Le marbre. Avant de m'étendre davantage sur ma passion, je voudrais apporter une remarque. Nous aurons noté qu'au tout début de mon récit, j'ai précisé « je suis sculpteur sur marbre ». Ce verbe « être », qui peut sembler péremptoire, définitif, n'est pas là par hasard. Il me permet de m'offrir, à moindre frais, une individualité. D'entrée, en effet, grâce à cette affirmation sans détour, l'observateur pense « Ah, Miloche est sculpteur sur marbre. Il a donc un métier. C'est un homme intégré dans la société. » Un peu marginal, certes, car les artistes ont tendance à écrire dans les marges, mais quand même. Il s'inscrit dans une longue tradition qui remonte aux sculpteurs préhistoriques de Vénus à grosses fesses, en passant par les tailleurs de pierre du Moyen-Âge et par Rodin. Il est sculpteur, tout comme moi je suis tourneur-fraiseur. Qu'on veuille bien m'excuser de penser à la place de l'observateur susnommé, ce n'est que pour l'exemple. Vous, par exemple, n'êtes pas tourneur-fraiseur en ce moment, vous êtes lecteur. Plus tard dans la soirée, vous serez mangeur, peut-être buveur, fumeur, puis sans doute téléspectateur et dormeur. L'être humain n'est que la somme de différentes fonctions, un conglomérat d'instants mis les uns à la suite des autres. Tenez, une nuit j'étais chez Aimé. Là-bas nous sommes tout le temps seuls, lui et moi. Une nuit cependant, la cloche de la porte d'entrée avait retenti, car Aimé avait oublié de baisser le rideau métallique. C'était Nanette, un copain à lui, un barbu sujet aux insomnies, qui faisait un petit tour dans la rue. Le propriétaire de la roue qui file nous avait alors présenté. « Miloche, je te présente mon ami Nanette. Nanette, mon ami Miloche. Il est sculpteur sur marbre. C'est lui qui a fait les nuages dans ma vitrine. » Je n'avais pas nourri la conversation. J'ai du mal à trouver quelque chose à dire à un parfait inconnu, fût-il un ami d'Aimé. Poli, je lui avais dit « Bonsoir », en lui serrant la main, comme on fait dans ce genre de situation. Les deux amis avaient alors échangé quelques mots, puis le clocheton avait retenti quand Nanette s'en était allée. J'avais alors demandé à Aimé « Aimé, tu me considères vraiment comme un sculpteur ?» Devant son air ahuri, je lui avais servi ma petite réflexion. Nous avions ensuite échangé nos différents points de vue pendant quelques minutes, puis Aimé avait conclu la conversation par « Mon pauvre Miloche, tu n'es ni pédaleur, ni réparateur, ni parleur, ni serreur de main, ni observateur, ni rien de tout ça. Tu es ma boule, oui !» C'est la façon d'Aimé de terminer une conversation quand il en a assez, qu'il n'a plus rien à dire, ou qu'il n'en aime pas le sujet. Mais il avait raison, j'étais ma boule, comme chacun de nous à nos heures. Je referme la parenthèse. Je pratique donc la sculpture sur marbre, une de mes plus grandes passions. Étant donné le côté salissant de l'activité, rapport à la poussière qu'elle génère, je ne peux pas travailler dans mon salon. Aussi me suis-je aménagé un local à côté de la grange. C'est un espace d'environ 3 mètres sur 5, percé d'une fenêtre sur un mur, d'une lucarne sur le toit. J'ai tout bâti moi-même grâce à du matériel récupéré dans le lieu étrange, les nuits où je ne trouvais pas de vélo. J'ai même placé une porte. Elle ferme grâce à une grosse clé en bronze qui se trouvait encore dans sa serrure à l'intérieur de la benne. Sur le mur de mon atelier, j'ai fixé une planche sur laquelle j'ai dessiné les formes de mes outils, planté des clous pour les suspendre. J'y range des équerres, des pinces, des tenailles, des scies, des clés, des tournevis que j'utilise pour réparer les vélos ou des petites choses dans la maison. J'y suspends également mes outils de sculpteur, ciseaux, gradines, marteaux, pointes, râpes. J'ai construit un établi très solide sur lequel j'ai vissé un étau à sa mesure. Un plateau tournant, que j'ai confectionné avec un moyeu de tracteur, une grosse planche et quelques tiges de fer soudées, me sert de support pour la taille du marbre. J'ai soudé des roulettes à la base, pour pouvoir travailler dehors quand il fait beau, sans avoir à tout soulever. Je porte des lunettes quand je sculpte, pour ne pas prendre des petits éclats dans les yeux. En effet, le marbre est une pierre très sèche. Quand on tape dessus, il s'en détache des morceaux fort coupants qui peuvent endommager la cornée ou passer sous la paupière. On peut même perdre un œil à cause d'une blessure mal guérie. Je tiens trop à la vie en relief pour prendre ce risque. En revanche, je n'ai pas trouvé la solution pour éviter les éclats de marbre sur le visage. J'ai constaté dans mes lectures que la plupart des sculpteurs, de Phidias à Bourdelle en passant par Michel-Ange, affectionnaient le port de la barbe. J'ai donc dans un premier temps imaginé que, comme dans une confrérie, les modeleurs de pierre tenaient à se reconnaître par un signe distinctif,
une sorte de badge poilu, viril s'il en est, qu'il n'aurait pas eu à ôter même sous la douche. Après réflexion, la vérité m'est apparue bien plus prosaïque. Les poils de la barbe retenant les éclats de marbre taillant, ils empêchent toute blessure sur les joues. Je l'ai compris en pratiquant, mais aussi en regardant, il y a très longtemps, un petit film muet tourné par Sacha Guitry dans l'atelier de Rodin. Le maître, tour à tour, sculptait un bloc de marbre et parlait à la caméra, de ses yeux coquins. C'était très émouvant. Sa barbe était constellée de petits éclats qui n'avaient pas pu finir leur course jusqu'à la peau fragile des joues d'Auguste. Le sourire aux lèvres, en mangeant le sculpteur des yeux, j'avais alors eu le déclic. Malheureusement pour mes joues, j'aime être rasé de près. Le marbre que je travaille habituellement est d'une couleur très changeante. Le plus souvent incarnat et gris, il peut prendre aussi des teintes jaunâtres, vertes ou encore rouge foncé taché de cercles clairs, ce qui le fait alors ressembler à un panier de cerises fossilisées prises au piège du temps. Il m'a même été donné un matin de tomber sur un bloc d'un gris très pâle, lacéré de jaune. Tous ces marbres proviennent d'une seule et même carrière. Quand je découvre un bloc d'une couleur inhabituelle, je le garde longtemps chez moi. Je tourne régulièrement autour, je réfléchis avec soin à la forme qu'il pourrait engendrer. Je le laisse de côté, je reviens, mais jamais je ne l'oublie. C'est que je ne veux pas d'agir à la légère pour ensuite être obligé de répudier une forme inaboutie dans un marbre d'une couleur que je ne retrouverai peut-être jamais plus. Ainsi, sur une des étagères de mon atelier, trône un bloc depuis plusieurs années. Il est si beau que je n'ai jamais eu le cran de l'attaquer. Je crois que je vais le laisser à l'état brut. Je ne pourrai jamais en tirer une forme plus parfaite que celle qu'il a déjà. On me dira que je tombe dans la facilité. Mais la nature modèle parfois les choses avec un art si consommé de l'esthétique qu'il serait sacrilège d'en vouloir modifier ne serait-ce qu'un détail. Quand je me mets à quatre pattes, bouche grande ouverte, pour observer une fleur ou un papillon, je suis abasourdi par le talent des autres. Je me couche alors sur le dos, en proie à un bonheur quelque peu jaloux, mélange d'extase et d'impuissance. Le petit bloc de marbre sur mon étagère est une fleur, un papillon. Dois-je prendre le risque de lui sectionner un pétale ou une aile sur un coup de ciseau maladroit? La carrière de marbre. La carrière de marbre se trouve à quelques kilomètres de chez moi. Je mets 1h30 environ pour m'y rendre, 1 heure pour en revenir. À l'aller, je termine le trajet en danseuse, ce qui est assez sportif, car bien que je ne sois pas encore chargé, je suis quand même obligé de traîner la remorque. J'ai essayé à plusieurs reprises de fixer le bloc de marbre sur mon porte-bagages. Les essais n'ont jamais été concluants. Le marbre chutait, ou moi. Après quelques blocs fêlés, des genoux et des coudes ouverts, je me suis enfermé dans l'atelier, où j'ai imaginé puis construit une belle remorque bien solide, en bois, avec des roues de vélo. J'ai équipé 10 bicyclettes d'une attache spéciale au niveau des papillons de la roue arrière pour pouvoir traîner la remorque. Ainsi, j'ai le choix de ma monture quand je décide de me rendre à la carrière. Sans compter que je ne suis jamais pris au dépourvu par une panne d'un de mes vélos à laquelle je n'aurais pas eu le temps de remédier. Le marbre est d'une densité très forte, particulièrement celui que je travaille. Un bloc d'1 mètre cube, c'est-à-dire d'1 mètre de côté, pèse dans les 2800 kilos. C'est la raison pour laquelle je ne prends que des petits morceaux dans ma remorque. Il faut que j'arrive à porter chacun dans mes bras, et je n'ai pas le physique type du lutteur de foire. Je dois aussi me limiter dans le nombre de blocs pour être capable de pédaler une fois que mon chargement est fini. Les soirs où je suis trop gourmand, je me fais des frayeurs dans la descente, au cours de laquelle les freins sont soumis à un dur régime, et je souffle comme un sanglier amoureux une fois que j'arrive sur le plat. On voit que la cueillette du marbre est une affaire plutôt délicate. De plus, comme je respecte le travail des autres, je ne me fournis pas dans la carrière exploitée où chaque bloc est susceptible d'être vendu, mais dans l'ancienne, l'abandonnée. On l'appelle la carrière de Louis, car le souverain perruquet qui ne se lavait jamais affectionnait ce marbre, dont le rouge lui rappelait le sang versé par le Christ pour nos péchés, et le blanc la pureté de l'âme. Chacun voit midi à sa porte. Mon midi à moi se nourrit seulement de la beauté des couleurs. La carrière de Louis étant plutôt difficile d'accès,
je suis dans l'obligation de laisser ma bicyclette et son attelage en bas de la pente, pour grimper à pied le raidillon creusé d'ornières, jonché de cailloux. Là-haut, à la lueur de la pleine lune, je peux choisir les blocs à mon aise et tester leur cohérence, c'est-à-dire m'assurer qu'il n'y ait pas de trop grosses fissures à l'intérieur. Pour vérifier la chose, je cogne délicatement le bloc à l'aide d'une massette, les oreilles à l'affût. Je le fais sonner, dit-on dans le jargon des tailleurs de pierre. Si le son se révèle mat, le marbre est sain. S'il sonne creux, je sais qu'il va se partager là où ça lui chante, dès que je vais lui asséner quelques coups de pointe. Plutôt que de me fatiguer et de déranger le bloc pour rien, je préfère donc l'abandonner à son sort dans la carrière, où il poursuivra paisiblement son érosion. Lorsque j'ai sélectionné 2 ou 3 beaux cailloux, je les fais rouler jusqu'en bas de la pente en essayant de me protéger les mains, les pieds et les tibias. En serrant les abdominaux afin de protéger mon dos, je charge les blocs dans la remorque, que je ne remplis qu'aux 3/4 sous peine de ne pouvoir la tracter. Avant de repartir, je me détends en me baladant un peu dans la carrière, exécutant une série de mouvements, tours de bras, ronds de jambes, pour défatiguer mes muscles. Je vais admirer le front de taille, éclairé par la lune, les engins en repos. J'aspire la bonne odeur de thym et de calcaire. Pour dissiper tout malentendu, Je tiens à préciser que le marbre est un calcaire qui a subi des transformations au cours du temps, dues à la chaleur ou à la pression. Puis, plein de ce sentiment de plénitude et de liberté, je pisse longuement en plein air, les yeux dans les étoiles, dans une manœuvre éminemment masculine pour profiter au maximum de la nature. un atavisme peut-être, que j'accueille comme il se doit, en goûtant, une fois n'est pas coutume, cet étrange semblant de solidarité, d'appartenance même, à ma communauté de contemporains à braguette. Le temps d'un besoin naturel écrasé par la beauté du monde, l'immensité universelle et le soulagement, j'en ai presque des envies de grégarité. J'en frissonne. Dans un soupir de bien-être, je retourne à mon vélo, en humant une dernière fois à plein nez les arômes du marbre. Enfin, je pédale jusqu'à la maison, en sollicitant fortement mes freins dans la longue descente, puis mes cuisses et mes mollets sur les routes de plaine. Je ressens une grande joie dans cette mise à l'épreuve des muscles, satisfait que je suis de voir ma machine humaine en bon état de marche, de constater qu'elle obéit au moindre de mes désirs, et que, grâce à elle, je suis nanti d'une indépendance sans laquelle je ne pourrais pas vivre comme je le désire. Le corps est avant tout un instrument de liberté que je chéris, que je protège, que j'entretiens du mieux que je peux. J'espère faire tout ce qui est en mon pouvoir le plus longtemps possible pour éviter qu'il ne lui pousse des barbelés d'avachissement. Il n'est pas rare que j'arrive chez moi au moment où ma douce amie la lune décline dans des soupirs d'aurore. Je laisse le jour se lever tandis que je me couche, après une bonne douche et un verre de lait frais. Quelques heures plus tard, reposé, au grand jour, je suis toujours surpris par la couleur des blocs que j'ai ramenés. La lumière pâle de la lune, en effet, ne parvient jamais à dévoiler toute la richesse des tons du marbre. Je bois un café en admirant mes nouveaux colocataires calés dans la remorque. Je les imagine déjà polis. Je frotte de la manche quelques traces de terre pour apprécier la teinte de celui-ci, retourne celui-là pour suivre la course d'une veine dans les tons de vert. Une vague de chaleur diffuse dans mon thorax et mes bras. ça ne manque jamais. C'est une sensation très agréable. Il existe une carrière de marbre noir, pas si loin de chez moi, mais trop éloignée pour que je m'y rende en vélo, que je fasse le plein dans la nuit et que je revienne à la maison avant le point du jour. Bien sûr, je pourrais demander à Lolek et Danka qui ont une voiture, mais je n'ose pas. Je n'ai jamais aimé embêter les gens avec mes affaires personnelles, sans compter qu'un marbre ramené sans effort aurait à mes yeux quelque chose de moins héroïque, il perdrait de son aura. Disons que cette carrière reste un rêve inaccessible. On a besoin de rêves. Les miens ne partent pas bien loin, mais ils remplissent parfaitement mes nuits. Je sculpte la matière que j'ai ainsi récoltée quand j'en ressens le besoin. Il y a quelques années, je m'étais imposé une discipline terrible, attaquant le marbre chaque matin de très bonne heure. Parfois, j'avais le cœur à ça, je tapais sur le manche de mon ciseau avec allégresse et passion. D'autres jours, en revanche, je sculptais simplement par habitude, en pensant à mon vélo bleu dont la roue était voilée et qu'il fallait réparer, aux courgettes à arroser, à la porte de l'atelier à repeindre. Il ne sortait alors de mon ciseau que des formes molles, sans saveur.
Un observateur non averti n'y verrait peut-être aucune différence. Pourtant, je repère du premier coup d'œil dans mon travail la forme non désirée, le marbre sculpté avec ennui. Une évidence qui n'en est pas moins difficile à expliquer. C'est un peu comme si l'âme manquait à la pierre, comme si ce volume n'avait d'autre fonction que celle d'encombrer un peu plus la planète. Quand la chose se produit, que j'en ai assez de voir cet objet superflu, de constater tous les jours avec irritation la place indue qu'occupe ce bibelot misérable dans le monde, et plus précisément sur une de mes étagères, je me débarrasse du marbre. Étant donné que je n'ai pas le cœur de le détruire, par un mécanisme psychique refusant la notion d'échec, ou par une inclination naturelle à la non-violence, je l'enterre. Je creuse un trou profond dans la terre meuble du jardin, je prononce quelques doux mots d'adieu à l'encontre de la forme maladroite qui n'a rien demandé à personne, puis je la dépose au fond du trou. Je rebouche bien, je tasse la terre, je ressème par-dessus. Mes tomates, courgettes ou poivrons, insensibles à l'art imparfait, caressent alors de leurs racines la forêt de sculptures qui repose sous leur ventre. Je suis convaincu que c'est en partie la raison de leur belle couleur. Comme quoi, tout n'est pas perdu pour tout le monde. Le superflu. L'art boiteux n'est pas la seule victime de mes purges domestiques. En un mot commençant, je n'aime pas le superflu. Ainsi, chaque jour, je consacre quelques minutes à arpenter les lieux que j'habite à la recherche de l'accessoire, de l'inutile, du gênant. Un livre que je ne serais pas fier de posséder, une planche un peu vermoulue que je ne suis pas sûr d'utiliser un jour, une babiole sur une étagère. L'élément en question décore-t-il ou encombre-t-il? Participe-t-il à mon bien-être sans que je m'en aperçoive? Fait-il partie de mon paysage intérieur et y rajoute-t-il une note de je ne sais quoi? Ou n'est-ce qu'un bête objet sans importance, un intrus échoué chez moi, accrochant mon regard uniquement pour me déconcentrer et me détourner quelques instants de la route que je me suis tracée? La réponse à mon interrogation est rarement immédiate. La plupart du temps, mes jurés intérieurs se réunissent pendant plusieurs jours à intervalles réguliers, sans même m'en toucher un mot, dans des débats passionnés, diurnes ou nocturnes. La réflexion mûrit en silence. Quand la sentence tombe, je sais alors avec précision si je dois me réjouir de la présence de cet objet ou m'en débarrasser. Il est extrêmement rare que je le regrette. Danka à cet égard emploie souvent le mot spartiate pour qualifier ma décoration intérieure. Le rangement systématique et le vide, c'est bien, mais il ne faut pas pousser, s'emporte-t-elle presque. Elle est allée jusqu'à m'avouer ne pas se sentir complètement à son aise dans ma maison. On dirait, selon elle, que personne n'y vit. Aussi, lorsqu'elle me rend visite avec Lolek, elle ne vient jamais sans un gros bouquet de fleurs des champs qu'elle s'est arrêtée cueillir sur le bord de la route. Voilà plusieurs années que je me suis débarrassé de mon dernier vase. Danka amène donc une dizaine de longues flûtes de plastique, à l'intérieur desquelles elle place de petits bouquets colorés dans un fond d'eau. Elle dispose ses décorations florales dans toute la maison, et on sent qu'elle va mieux. Je la regarde faire, ça m'amuse. Pour un peu, je la comprendrai. Il est entendu que ces fleurs ne sont là que pour elle, mais comme je n'ignore pas que les relations humaines utilisent les codes, je la remercie chaleureusement de se soucier de mon bien-être. Nous nous dirigeons vers la cuisine, dans des senteurs de légumes, de poissons, de fleurs des champs. Nous discutons, buvons, plaisantons, mangeons trop. Puis Lolek et Danka rentrent chez eux. Le lendemain, je fais bien attention de laisser toutes les flûtes vases en place, pour me rappeler l'excellente soirée que j'ai passée avec mes amis. Mais je connais le scénario. Comme je ne suis pas habitué à la présence de ces objets, j'en renverse la moitié le premier jour, en prenant un livre, en rangeant la vaisselle, en marchant. Je ramasse les fleurs à terre et les place dans les flûtes qui ont survécu, dans des recoins plus sûrs. Puis je les écoute faner pendant plusieurs jours. Quand ne subsistent que de vagues souvenirs de végétaux à la tête pendante, je jette les vers à la poubelle. Les restes des fleurs, je les enterre dans un petit trou que j'ai creusé dans le jardin.